Euh, donc, bonsoir à tous. Ludovic Fuchtelkeit, spécialiste sur commande. Donc ce soir, le bar m'a commandé une conférence exceptionnelle sur le thème du temps perdu. On va donc voir ensemble l'histoire évolutive du temps perdu, c'est-à-dire depuis l'origine du monde, depuis le Big Bang, jusqu'à nos jours. Si on a le temps, on pourra voir un peu s'intéresser à la philosophie du temps perdu, la religion du temps perdu, et bien sûr, pour ceux qui me le connaissent, vous savez, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, je devrais pouvoir y répondre. Voilà, y compris ce chien, qui je pense va très bien profiter de l'érudition de ce soir. Petit chien, je ne te vois plus tellement tu es mignon, choubidou comme tout, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Voilà. Génial. Commençons donc à la naissance de l'univers. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Le Big Bang, selon la théorie du Big Bang Show, il y a 13,6 milliards d'années, c'est la naissance de l'univers. Alors, c'est-à-dire qu'au début, c'est un petit univers tout mignon, tout chaud, comme ça, tout serré, et puis, à partir du Big Bang, paf, ça s'expand. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? 3 minutes à peine après le Big Bang, c'est la nucléosynthèse primordiale. Alors, qu'est-ce que c'est que la nucléosynthèse primordiale? Eh bien, c'est la formation des premiers atomes. D'accord? Première génération d'atomes. Alors, des trucs fastoches, hydrogène, hélium, des trucs vraiment tout simples, on ne s'embête pas. D'accord? En 3 minutes seulement. C'est drôlement rapide, 3 minutes. En effet, c'est très rapide. Et est-ce que vous pensez, très sincèrement, très honnêtement, que 3 minutes suffisent pour former la matière? Ah ben non, pas du tout. C'est complètement raté, cette nucléosynthèse primordiale. Ça n'a servi à rien du tout. Enseignement pour la thématique qui nous concerne, on constate que le temps perdu peut être très court. D'accord? Il n'y a pas beaucoup besoin de minutes pour tout rater. Il faut donc tout recommencer. Vous savez ce qu'on appelle la recombinaison. 380 000 ans après le Big Bang, la matière se reforme, les particules se ressoudent et on recommence pour faire quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on connaît maintenant. Mais on fait tellement de matière à la recombinaison que l'univers est tout bouché, d'accord? La lumière ne passe plus et c'est ce que l'on appelle les âges sombres. Alors les âges sombres, comment est-ce qu'on les connaît? Parce que le rayonnement qui est émis pendant les âges sombres, eh bien, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, ce que les télescopes des astronomes peuvent capter, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, d'accord? Qui nous envoie un rayonnement qui témoigne de ce qui s'est passé il y a 13 milliards d'années. Et aujourd'hui, on peut dire, voilà, il y a les âges sombres, etc. Seulement, il a fallu 13 milliards d'années pour qu'on le sache. Ça, c'est pas du temps perdu, excusez-moi. Mais il faut que je pense à me tenir bien droit parce que pour qu'on voit bien mes yeux, si je fais ça, hop, c'est moi qui suis là. Ah, je compte sur vous pour me laver. Bon, voilà, après, l'âge sombre se termine, 400 millions d'années après, les étoiles apparaissent, on y voit un peu plus clair, et c'est l'univers tel qu'on le connaît. Finalement, tout va bien. Rapprochons-nous de ce qu'on connaît, de notre environnement à nous, la Terre. Bien sûr, notre bonne vieille planète qui s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Alors, communément, on le sait, sur la Terre, il se passe beaucoup de choses. Communément, la Terre, on l'appelle le berceau de la... Connerie. Oui, de la connerie. D'où vient-elle? Il n'y a pas de connerie s'il n'y a pas de... Civilisation. Vie. C'était tout simple, c'est un petit mot. Vie. Mais bravo, c'est quelques avis. On se dit c'est génial, la Terre, enfin, il va se passer plein de choses, la vie va foisonner, etc. Eh bien, pas du tout. 4 milliards d'années avant maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le grand bombardement tardif. C'est quoi ça? Eh bien, c'est des tonnes et des tonnes de cailloux, de météorites, de débris qui tombent sur la Terre, qui bombardent tout, et il n'y a pas moyen que la vie apparaisse. On n'avance pas, on perd du temps. Heureusement, il y a 3 milliards d'années, à peu près, apparaît enfin la vie. C'était facile, je pensais que vous seriez plus. Alors, c'est quoi la vie au début? Ce sont des petits unicellulaires, tout petits, tout mignons,
qui se promènent bêtement, qui se laissent flotter plutôt au sein de la grande soupe primitive. Des petits, c'est une seule cellule, comme ça. Comment se reproduisent ces petits unicellulaires? Alors je parle de reproduction, je vois déjà dans vos yeux des petites étincelles de publicité qui s'allument. Eh bien pas du tout. Ah ben non, parce que chez les unicellulaires, eh ben, ça se passe tout à fait convenablement. Hein. Il n'y a pas à se draguer, faire semblant de craquer le compte en banque pour acheter des fleurs, inviter au resto et tout ça, dans l'espoir de... etc. Non, chez les unicellulaires, on se divise. Hein, c'est la méiose, d'accord? Donc vous avez le petit unicellulaire, et puis hop, ça en fait 2, puis 4, puis 8, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est toujours le même unicellulaire. Hein, parce qu'admettons que moi je me divise en 2, par exemple, et ben je deviens 2 Ludovic Fuchtelkeit, plus petit certes, mais qui après grandissent, et je pourrais peupler le monde de Ludovic Fuchtelkeit. Alors bon, je n'ai rien contre personnellement, mais au bout d'un moment, ça peut devenir monotone. Pendant ces débuts de la vie, il y a donc très peu d'évolution, hein, parce que c'est toujours la même bactérie. Comment on est sûr que c'est la même? Vous allez me dire. On ne l'avait pas dit, mais je pose la question moi-même. Ben parce qu'on les a étudiées, hein, ces petites bactéries. On les a appelées Gisèle. C'est le plus simple. Et quand dans un laboratoire vous réunissez ces bactéries et que vous dites Gisèle, elles répondent toutes oui. On s'explose les mains. Donc ça n'avance pas. Tout de même, au bout d'un moment, à force de ne rien faire, de se prélasser, de perdre leur temps, une partie de ces petits unicellulaires va se laisser flotter à la surface de ce grande soupe, de ce grand océan primitif. Ce sont des cyanobactéries que l'on appelle plus communément des Pseudonamena chronophagia. On peut les appeler Maurice. Hein. Les Maurice, donc, passent leur temps à flotter sur cet océan primitif et à bénéficier du climat exceptionnel de l'époque. Ben oui, parce qu'à l'époque, l'atmosphère, c'était quoi? C'était dioxyde de carbone, de l'azote, du sulfure d'hydrogène, de l'ammoniac, des trucs géniaux comme ça qui sont en fait des gaz à effet de serre. Alors c'est génial, les gaz à effet de serre, pourquoi? Eh bien parce que ça emprisonne les rayons du soleil et il fait toujours chaud. Il y a 3 milliards d'années, c'est l'été, tous les jours de l'année. On se prélasse, on se dort la pilule, comme les petites cyanobactéries. Alors, elles sont là, et donc elles consomment du dioxyde de carbone, donc voilà, une dioxyde de carbone, ça, elles profitent des rayons du soleil, et apparaît un phénomène, elles commencent à se transformer, ces petites cyanobactéries, et elles émettent de l'oxygène. Qu'est-ce qu'elles inventent? Photosynthèse. Bravo! On peut l'applaudir. Bon, je pense qu'il faut profiter maintenant de l'érudition, je vais vous dire pourquoi, parce que je vous incite, même si ça perturbe un petit peu le public, je vous incite fortement à consommer de l'alcool au bar. Prenez vraiment des pintes, des formidables, des litres, des 2 litres, même achetez une tireuse, mettez-la au milieu de vous et servez-vous tout le temps, parce que plus la caisse du bar sera garnie, et plus je serai à l'aise moi-même avec ma rémunération de ce soir. Merci. Donc vous comprenez qu'après, vous ne serez plus tellement en état de répondre aux questions. Applaudissez-vous. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? C'est vrai, il fait froid un peu. Voilà, donc là on perd du temps par exemple. Ça j'ai dit, alors attendez, la photosynthèse, doucement. La photosynthèse, c'est génial. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Tout cet oxygène qui était absent dans l'atmosphère, maintenant l'atmosphère se trouve saturée d'oxygène. C'est ce qu'on appelle la grande oxydation. Pourquoi c'est grave? Là je vous vois, vous dites, bah l'oxygène, ça va vachement bien l'oxygène, c'est super. Non! Parce que l'oxygène, ça n'est pas un gaz à effet de serre, le coquin. Donc qu'est-ce qui se passe? Les rayons du soleil, quand ils arrivent sur la Terre, paf, ils rebondissent et ils repartent de l'autre côté. La Terre se refroidit. Il y a 2 milliards d'années, la Terre se transforme en une grosse boule de neige qui flotte bêtement dans l'espace. Et la vie s'arrête. La vie se fige, il ne se passe plus rien. Il n'y a pas de prenez pas cette fausse modestie, ce petit. Vous êtes plutôt du genre de laisser dominer, vous attendez la punition. Qu'est-ce qu'il y a, la petite flamme? Je ne suis pas du genre. Je ne suis pas pour la punition corporelle. Tout va bien, on est entre nous. Voilà, buvez, rebuvez. Donc la vie s'arrête, ça n'évolue plus, il ne se passe plus rien, on perd du temps. Encore un excellent exemple de parenthèse hein, dans la magnifique courbe du temps. Bon, après la glace fond. Je sais pas pourquoi, on s'en fiche, même si je le savais, j'en ferais pas. Et l'évolution reprend son cours. Et la vie
foisonnent. Il va y avoir des cellules à noyaux, des eucaryotes. C'est génial, vous connaissez? Je vois sourire quand je dis eucaryotes. Oui, c'est super les eucaryotes. Après, elles vont se mettre ensemble, elles vont faire des multicellulaires, des pluricellulaires, des animaux, des poissons, tout un tas de bidules qui vont sortir de l'eau jusqu'à ces êtres majestueux, impressionnants, qui vont fouler de leurs nobles pas les continents à l'ère secondaire. Ces êtres fascinants, énormes, ce sont les dinosaures. Les dinosaures. Oh, je vais voir parce que je fais des postillons tout épais. Il y a des questions, non, sur le... Ça va? Comment? Non mais tu fais des gestes, je comprends pas. Je comprends pas le langage des sourds et muets. Globalement, les handicapés me mettent mal à l'aise et j'ai jamais fait de relation communicationnelle avec eux, je sais pas. Mais tu peux y réfléchir et puis on en parle plus tard. Les dinosaures. Nous sommes au Jurassique. Au Jurassique, les dinosaures prennent des dimensions énormes. Hein, on pense tous au diplodocus, au brontosaure, etc. Eh bien, il y avait un animal encore plus gros que le diplodocus, un peu comme le diplodocus, mais encore plus, 12 000 fois plus long, qu'on appelait l'élastosaure. L'élastosaure était un dinosaure qui pouvait s'allonger à l'extrême et donc se trouver à plusieurs endroits à la fois, sans avoir besoin de se déplacer. On l'a découvert récemment, hein, cet élastosaure. On a trouvé un tibia en Australie, une vertèbre au Texas, une dent au Groenland et un orteil derrière Auchan à Savonnières. Donc l'élastosaure pouvait très bien avoir la tête en pleine nuit, la queue en plein hiver, le ventre au-dessus de l'océan. Il se trouvait à la fois partout à la fois et à n'importe quelle saison, n'importe quelle heure du jour. Le temps est donc aboli, hein, au temps de l'élastosaure. C'est extraordinaire. Tout de même, le temps revient pour l'élastosaure au moment où l'élastosaure est vieux. Pourquoi? Parce que une fois vieux, l'élastosaure perd un peu la mémoire et ne se rappelle plus où il est. Vous dites, tiens, où est-ce que je suis? Et c'est à ce moment-là, en se demandant où il est, que le temps aboli revient et est remplacé par l'abolition de l'espace. Parce qu'il ne sait plus où il est. Ça va? Oui, ça va. C'est là. Non, mais je vous demande, si vous n'avez pas compris, je vous réexplique. Donc voilà, exemple très intéressant. Donc aussi l'élastosaure, on l'appelle comme ça parce qu'il est élastique, hein, voilà, il est tout mou, et les autres dinosaures prennent l'habitude de sauter dessus comme sur un trampoline. Donc à force, l'élastosaure s'enfonce sous la terre, il disparaît et on passe à autre chose. Nous voici déjà au Crétacé. Je mesure le temps. Nous voici déjà au Crétacé. Alors au Crétacé, les dinosaures deviennent plus petits. On arrête le gigantisme, hein, sur des petits dinosaures un peu comme ça, un peu pâteaux, débonnaires, des bonnes gueules de dinosaures, vous savez, ils se promènent dans l'herbe, etc. Ils ont tous l'air relativement sympathiques, tous, sauf un. Nos dinosaures étaient très sympathiques en février. Je n'accepterai pas la calomnie pendant cette conférence, d'accord? Et quand on soutient une thèse, il faut l'argumenter. Denver était un dinosaure mignon et sympathique, d'accord? Non, je veux parler de ce terrible prédateur des steppes. Oui, mais en français, ça s'appelle comment? Tyrannosaure. Oui, un tyrannosaure. Le tyrannosaure qui, contrairement aux autres dinosaures débonnaires et pâteaux, le tyrannosaure est toujours pressé. Il court, il va très très vite. Et les autres dinosaures ont peur de lui. Pour conjurer cette peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent du tyrannosaure. Comme le tyrannosaure est pressé, les autres dinosaures lui demandent toujours l'heure. Hé, tyrannosaure, c'est pas l'heure qu'il est? Alors le tyrannosaure a toujours ce réflexe de vouloir regarder son poignet. Alors c'est débile, la montre, il n'y a pas de montre, etc., on s'en doute. Mais c'est un réflexe inné chez le tyrannosaure qui veut regarder son poignet. Mais quel est le problème? Le tyrannosaure a des toutes petites mains comme ça collées le long du corps. Et lorsqu'il veut... il n'a pas accès à son poignet. Victime des moqueries, le tyrannosaure déprime. Et pendant ce temps-là, les autres dinosaures sont pris d'une immense crise de fou rire. Alors on se dit c'est génial, on se voit à la fin du Crétacé. Parce que les dinosaures ne sont pas du tout conformés pour le rire. Et cette immense crise de fou rire de la fin du Crétacé va causer leur perte. Les dinosaures vont mourir de rire par centaines de milliers, même par centaines de millions. L'extinction du Crétacé tertiaire est donc due à une crise de fou rire.
Elle-même due à la dépression du tyrannosaure, elle-même due à la différence de temps entre les animaux pressés et les animaux débonnaires et pathos qui prennent leur temps. Il y a 65 millions d'années, il n'y a donc plus un seul dinosaure sur la Terre. C'est comme ça. Entre nous, est-ce qu'on les regrette, les dinosaures? Oui. Oui, c'est vrai? Hein? Je ne sais pas la réponse que j'attends. Le contraire n'aura pas été dit. Est-ce qu'on les regrette, les dinosaures, entre nous? Très sincèrement. Mais non, on s'en fiche. Pourquoi? Quel clade animal succède aux dinosaures pour la validation de la Terre? Qui ça? Mammifères. Les... Ah, c'est un drôle d'accent. Mammifères. Parisienne du Sud. Moi, piqué comme les mammifères. Ouais. Mais c'est une nouvelle fois une excellente réponse. On va pas t'applaudir à chaque fois parce qu'après. Voilà. Non, mais ferme-la, ça beaucoup. Tu réinterviens. Voilà, c'est la tête. Non, on s'en fiche. Bon. Ça va. Qui est-ce qui est éclairé, qui est-ce qui est filmé, c'est moi. Les mammifères qui dominent le monde après les dinosaures parce qu'ils ont un certain nombre d'avantages physiologiques et évolutifs sur les dinosaures. Par exemple, les mammifères, eh bien, ont le sang chaud. Alors c'est beaucoup plus sympa, parce que quand on veut caresser un serpent, c'est oh là là, c'est froid. Alors qu'un mammifère, c'est chaud, c'est oh, c'est tout chaud le mammifère. Autre avantage évolutif, le mammifère a du poil. Et avec cette chaleur et avec ce poil, eh ben les mammifères, contrairement aux dinosaures, ils sont mignons. Eh ben oui, ils sont tout doux, ils sont choupinous comme tout. Il est où le petit chien qui était là tout à l'heure? C'est un bel exemple de petit mammifère choupinous comme tout. Hein? Et l'ère des mammifères, si vous voulez, contrairement à la terrible époque des dinosaures, eh ben, c'est l'ère du câlin, l'ère de la douceur, l'ère des gros poutous partout. C'est bisous bisous les copains. Hein, on croirait des intermittents du spectacle qui s'envoient des messages via Facebook. C'est tout le monde s'aime. Et les mammifères dominent le monde et au sommet des mammifères, je dirais même au sommet des arbres, il y avait les singes. Parfait. Dans les vastes forêts tropicales d'il y a 7 millions d'années, les singes se développent et dominent le monde du haut de leurs branches. Les singes, pour la plupart d'entre eux, vaquent à leurs occupations de singes, c'est-à-dire ils se grattent sous les bras, ils mangent des cacahuètes, des bananes, ils font des cabrioles, etc. Une partie de ces singes ne fait pas de cabriole parce que ça la fatigue. D'accord? Ça les fatigue, ils ne veulent pas. Ils rêvassent, ils procrastinent, ils ne font rien, ils perdent leur temps. Et à force de ne rien faire, cette partie des singes va finir par devenir tout comme ça et va tomber des arbres. Oui, vous avez raison de rire, c'est pas si mauvaise nouvelle que ça. Que vont devenir ces singes tombés des arbres? Oui, l'homme, l'humanité avec un grand H. Ben non, c'est chouette, je ne veux pas continuer, c'est l'humanité, vous vous rendez compte? Et l'humanité est donc née du temps perdu par les singes en haut des arbres. C'est chouette? Non, c'est... Ah, tu fais des photos. Parce que j'en ai au moins une naturelle. Alors évidemment, au début, l'humanité a un peu du mal à s'en remettre. Hein. Ils sont quand même tombés du sommet des arbres, c'est... un peu du mal à s'en remettre, et puis après ça va aller mieux, ils vont prendre conscience du danger, il va y avoir des prédateurs, parce qu'au moins un mammifère mignon peut très bien être un loup, un ours ou un tigre, hein, de toute façon. Bon voilà, bref, et les hommes vont devoir se sauver, et ça va aller de plus en plus vite, au fil des millions d'années, l'homme va accélérer, il va se répandre partout sur la planète. Il y a plusieurs espèces d'hommes préhistoriques, hein, on progresse, on invente le feu, blablabla, etc. Là on invente le slip en machin, en fourrure et tout ça. Je nous amène il y a 120 000 ans, ici, en Europe, à Bar-le-Duc. Quelle espèce d'hominidé vit ici, à Bar-le-Duc, il y a 120 000 ans? Les Leucs. J'étais au festival Renaissance. Hein. Oui, non, peu importe, quand c'est faux, c'est faux. J'étais en train de te sauver la vie en faisant semblant qu'il ne s'était rien passé. Voilà une parenthèse de temps perdu. Il y a un petit j'enlevais un bout, paf, on passait à autre chose et tout allait bien, mais non, mais... c'est faux, n'importe quoi. C'est pas ça. Les Homo sapiens. Oui, alors presque, mais avant... Néandertal. Et oui, voilà. Ouais. T'as remarqué que je fais un peu toujours le même... Ouais, je suis pas payé très cher aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses. Pour ça, j'ai repris un peu des trucs. Donc, Néandertal. Alors, Néandertal, à quoi il ressemble? C'est un petit, il a des pâteaux comme ça, plein de poils, il est petit, il est trapu, là, il a le front bas, il a du mal, beaucoup d'activités lui sont extrêmement compliquées.
De quoi il se nourrit, Néandertal? Racine. Oui, bah alors ça c'est facile, quoi, les racines faciles à chasser. Un truc vraiment très compliqué. Mammouth. Des mammouths, vraiment. Oui. Néandertal chasse. Il y a un premier rang particulièrement agité. Bon, oui, le Néandertal, arrêtez de me... Alors voilà, ça c'est bien vous, ça c'est bien Bar-le-Duc. À chaque fois que je viens jouer, on me parle de tous les côtés, je me disperse. Je suis à la page 1, là, vous voyez, j'ai 5 pages. Il est 21h07, on n'y arrivera jamais. J'en suis... Non mais vous vous rendez compte, j'en suis que à la préhistoire alors qu'on doit aller jusqu'à l'ère numérique. Bon, bref. Oui, donc le Néandertal a du mal, et en plus il chasse des mammouths. Un mammouth c'est très très gros, c'est très très lent, pour ça met du temps pour lui courir après, pour le tuer à coups de petites serpettes en silex, c'est très très lent, à consommer c'est très très lent aussi. Néandertal ne va pas vite, Néandertal est tout petit, parce qu'il ne mange pas beaucoup, il est complexé de nature. Et quand arrive Homo sapiens, que vous avez cité tout à l'heure, qui s'appelle même parfois Homo sapiens sapiens, c'est vous dire, si Homo sapiens, bon, on est comme ça, Néandertal ne va jamais s'en remettre. Parce que c'est un bar, après tout. Ne se montre pas la zizanie, il faut que les gens boivent, il faut faire entrer de l'argent. Vous voyez, je préfère qu'on ne m'entende pas et repartir avec une paye. C'est ma nouvelle conception du spectacle. Et du partage. Ouais, Homo sapiens, c'est là, il est grand, il est fort, il a presque plus de poils, il dessine, il raconte ses exploits sur les murs des cavernes, fait regarde moi, je chasse des mammouths comme ça, je chasse des bisons, etc. Néandertal ne s'en remet pas parce que face à cette vie de Homo sapiens qui a l'air hyper bien remplie, Néandertal se dit, mais moi, je ne fais rien de ma vie, je perds mon temps, je ne suis rien du tout, je ne mérite pas de vivre. Et Néandertal va aller se réfugier au fond des cavernes, tout honteux, et il va mourir en se faisant dévorer par des ours. C'est la fin de l'homme de Néandertal. Mais c'est le début de l'avènement de Cro-Magnon, c'est-à-dire nous, quoi, en quelque sorte, qui va, et qui va ensuite dominer le monde. Ça va? Il y a des questions sur la préhistoire? Non? Tant mieux, faut qu'on avance. Nous allons entrer, je le fais quand même, hein, dans la dernière, parce que c'est important, dans la dernière partie de la préhistoire avec le néolithique. Le néolithique, c'est extrêmement important. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on invente au néolithique? Non, alors si tu avais vraiment écouté ma visite à Bar-le-Duc, j'avais fait exactement la même. Donc, j'attends. Qu'est-ce qu'on a? Hein? De quoi? L'élevage. Oui, l'agriculture, mais parfaitement. Révolution pour l'humanité qui va pouvoir se sédentariser et changer complètement de style de vie et de mentalité, etc. Bon. Oui, mais l'agriculture, c'est où? C'est en Mésopotamie, en Chine, plus tard en Amérique centrale, même en Nouvelle-Guinée. Mais l'homme européen ne connaît pas l'agriculture. Alors il est frustré, il est vexé. Tout le monde sait planter des carottes, des salsifis, etc. L'homme du néolithique ne sait pas le faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire s'il ne sait pas planter des betteraves ou des carottes? Il va les voler. Il va planter? Il va les voler. Non. Non. Il va planter des cailloux, il va planter des menhirs. Le néolithique, c'est la grande époque des mégalithes. L'homme du néolithique cultive le mégalithe pour s'en nourrir. Alors comment est-ce qu'on sait que l'homme du néolithique mangeait des cailloux? Eh bien parce qu'on a constaté sur les squelettes d'hommes du néolithique que les mâchoires étaient totalement fracassées. Or, comme il n'y avait pas encore de CRS au néolithique, il ne reste qu'une seule solution, il mangeait des cailloux. Alors, c'est pas très bon les cailloux, hein, même bien cuits, on voit, ça casse les dents, ça pourrit la bouche, ça fait saigner des gencives. Mais l'Européen du néolithique dit non, c'est très très bien, je vais continuer à planter des cailloux. Alors on se dit, il perd son temps à faire ça, parce que tous les autres mangent des carottes, sont en bonne santé, etc. Oui, mais on voit la relation entre le temps perdu et l'amour propre. Parfois on préfère perdre du temps et dire non mais c'est moi qui manque, je m'en fiche, etc. Quand il ne restera plus une seule dent sur aucun homme du néolithique, il va quand même accepter l'agriculture des autres et pouvoir se faire des purées et enfin manger à sa faim. Mais il va continuer à planter des menhirs un peu partout, hein, même en 1000 ou 500 avant... Jésus, le truc là, Jésus, bon, il va continuer à planter des trucs, ce qui veut dire que l'amour-propre de l'homme du néolithique est tenace. Le voilà, je crois qu'on est à la fin de la préhistoire, il n'y a vraiment pas de questions? Non? Alors, nous allons pouvoir entrer dans l'histoire. L'histoire avec un grand H.
Ça serait bien qu'il y ait un générique, mais en fait, j'ai pas prévu. Je suis en train de me dire, là, ça serait un truc avec des trompettes et tout, mais non. L'Antiquité. Alors l'Antiquité, c'est l'époque des grandes civilisations, hein, des grands ouvrages d'architecture, par exemple les pyramides d'Égypte ou les premières versions de la Grande Muraille de Chine. Alors pour faire tout ça, ces grandes constructions, il faut beaucoup de monde, hein, il faut beaucoup d'employés esclaves. Et les employés esclaves, eh ben ça coûte cher. Le travail, ça coûte, d'accord? On veut faire des choses super, on veut construire, on veut avancer, n'empêche que il faut payer les gens, il faut les nourrir, etc. Ça coûte un pognon fou. C'est à ce moment-là que le temps commence à être mis en relation avec l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Comme disaient les Romains, tempus argentus est. Alors ça c'est Cicéron, Jules César ou Auguste, on ne sait pas trop exactement lequel, puisqu'ils se sont disputés les droits d'auteur au fur et à mesure du temps, et gagnent de l'argent à chaque fois que je prononce cette phrase. Le temps devient donc une valeur. Et comme toute valeur, eh bien, le temps doit pouvoir se mesurer. Alors, vous allez dire, c'est quand même pas très compliqué, mesurer le temps, les mathématiques, on connaît, ben voilà, on n'a qu'à compter, on trouve un système pour mesurer le temps, le découper, le compter, et puis arrêter de le perdre. Ah oui, d'accord, mais ça c'est facile. Quand vous faites partie de l'élite et que vous avez le temps de vous cultiver, d'aller dans les grandes écoles, etc. et machin. Mais là, pourquoi c'est intéressant de mesurer le temps? C'est pour s'adresser aux ouvriers esclaves. Et on va quand même pas leur apprendre à compter jusqu'à 1000, hein, parce que sinon après ça veut dire quoi? C'est du temps de travail en moins, c'est etc. Tout un tas de problèmes avec des gens qui se cultiveraient, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un système tout simple. Ce sont des scribes spéciaux en Égypte. À peu près, on s'en fiche en dynastie, machin. Mais ça vous parle, ça, l'Égypte et tout? Oui, c'est vrai. Tu veux des précisions, vraiment? Les pharaons, tout ça? Non, on n'en aura pas. Bon, bref. Qui vont instaurer la numérotation à un chiffre. Le chiffre tic. D'accord? Et ça, c'est très important. Parce que les scribes, avec tic, eh bien, ils vont rythmer, ils vont compter le travail des esclaves. Et à chaque fois qu'un scribe fait tic, en général, l'esclave pose une pièce, tac. Tic, ok, tac. Le tic-tac. Plus tard, on prononce le tac, d'accord? On le rajoute comme deuxième chiffre. Pourquoi? Pour faire marcher les militaires au pas. Même parce qu'ils ont besoin de trucs. Ils ont besoin d'être un tout petit peu plus intelligents que les salariés esclaves pour pouvoir les mater en cas de révolte, mais pas trop non plus. Hein. Pas qu'un militaire soit trop intelligent, mais quand même un peu plus. Donc ils ont le tic-tac, tic-tac. Et ça leur permet de marcher au pas et de former des grandes armées. Et avant, le tac était dit dans la tête, hein, les soldats ils marchaient, ils fermaient la bouche, donc ils sentaient mauvais de la bouche. Alors que quand ils prononcent le tic-tac leur rafraîchit la laine. Et donc, si vous n'aviez pas fait haut, ça passait tout seul. Et donc, comme ils s'en meurent de la bouche, ils n'ont plus peur d'être ensemble, former des grands corps d'armée et de devenir puissants, comme par exemple les formidables légions romaines qui vont pouvoir civiliser le monde en cassant la gueule à tout le monde, finalement. Mais c'est génial, c'est comme ça, c'est beau, c'est chouette, c'est l'Antiquité. Évidemment... Non mais j'essaie de prendre un air grave, n'est-ce pas? On va bientôt arrêter... Non, arrête de rigoler, c'est la fin d'Antiquité. Cette belle période va avoir une fin, et on va entrer dans une époque terrible et mal aimée de l'histoire de l'humanité. Bon alors évidemment, il y a toujours des mecs qui font des combats avec des épées, puis des trucs en côte de maille, etc. Mais globalement, c'est une période qui est détestée. Je veux parler bien sûr du Moyen-Âge. Eh oui, période maudite, qui a presque duré 1000 ans, et pendant 1000 ans, eh ben, c'était nul, on n'a rien fait, on n'a rien inventé, c'était tout pourri. Hein. Bah si, c'est vrai. Les gens ils étaient là à faire des trucs de chevalier, à s'habiller avec de la côte de maille qui gratte, à appuyer les pieds dans les chaussettes en côte de maille, c'était nul. Alors certains vont dire, oh non, attendez, n'importe quoi, vous n'allez pas me dire que pendant 1000 ans, les gens ont arrêté de réfléchir et sont devenus tous complètement crétins. Eh ben si, et même ceux qui disent que... Alors bien... J'entends des arguments qui me disent oui, mais alors la peur de l'an 1000, par exemple, c'est pas vrai, parce que d'abord les gens ne savaient même pas qu'ils étaient en l'an 1000, alors comment ils auraient pu avoir peur, etc. Et ben non, ils ne savaient pas qu'ils étaient en l'an 1000, mais comme on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, et ben ils avaient peur quand même. Voilà. Le Moyen-Âge, c'était tout. Évidemment, je suis vraiment attaché, je suis européocentriste, hein, je suis vraiment attaché à l'histoire européenne. Si on veut bien regarder ailleurs, c'était un peu moins pourri. On va donc faire un petit détour vers la civilisation musulmane. Oui, civilisation musulmane. Parce que je sais que, surtout en période électorale, on a tendance à croire que c'est deux trucs qui sont antinomiques, mais en fait non, ça existe, ça existait, et c'était super chouette. Bah, super chouette, je ne vais pas non plus choisir l'exemple le plus brillant, mais bon, bref. Je m'intéresse
un savant, mathématicien, philosophe, astronome, médecin et pâtissier qui s'appelait Avibiles. Alors qu'est-ce qu'il a inventé, Avibiles? C'est génial, il a inventé l'Albrouzouk. Eh bien c'est génial, l'Albrouzouk, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui sert à mesurer le temps perdu. Comment ça marche? Eh bien l'Albrouzouk est constitué d'une grosse pompe hydraulique qu'on actionne par le moyen de 18 manettes, 14 leviers, 1827 poulies. Il y a aussi un moulin qui est actionné par des poules qui tournent comme ça. Et un fourneau à bois qu'il faut entretenir. Et pour que ça marche, eh ben, il faut débloquer manuellement une girouette qui est située à 11 mètres de haut sur un mât épineux et recouvert de savon noir. Mais une fois qu'on a mis tout ça en route, donc ça a pris le temps que ça a pris, il y a eu en plus la pénibilité, la sueur, etc. Et bien, l'Albrouzouk, une fois que vous avez fait tout ça, peut vous dire précisément combien de temps de vie vous avez perdu. C'est génial. Et, quelle idée là? Ça va? C'est comment? Vous êtes comment là? On est bien. Ouais, c'est vrai. À la fin, il ne faudra pas me dire, ouais, mais là, tant qu'on est chez les Arabes, autant aller en Afrique, hein? Donc ça sera fait. Bon. En Afrique, c'est très intéressant parce que la conception du temps, hein, à l'époque, et au Moyen-Âge africain, c'est que pour les Africains, le temps est cyclique, d'accord? On a vu que, eh ben, dès l'Antiquité, dans les civilisations européennes et autres, eh ben, on fonce tout droit, hein, on va tout droit, comme ça, etc. Eh ben non, chez les Africains, on a une conception cyclique du temps. Donc il n'y a pas de temps perdu, hein, parce que quand vous n'avez pas pu faire quelque chose, eh ben, vous pouvez le refaire, puisque le temps de toute façon est cyclique. Et quand bien même vous n'auriez pas le temps de refaire ce truc, ou alors simplement vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, ou je sais pas quoi, eh ben, il y a peut-être quelqu'un qui va le faire à votre place. Hein, d'accord. Donc il n'y a pas de temps perdu. Et il y a au XIIe siècle un grand empire, une grande civilisation d'Afrique de l'Ouest, l'Empire Gafouni. Alors à quoi ça ressemble l'Empire Gafouni? C'est un grand territoire circulaire, tout rond comme ça, avec une capitale au milieu qui s'appelle Moutou. Et les Gafouni, eh bien, restent bien tranquillement dans leur capitale, à profiter. Bonjour, ça va? J'aime beaucoup cette atmosphère conviviale et hein, tout le monde se connaît, on se fait des bises, on se dit bonjour, ça va? Tu viens d'arriver? T'as pris ta bière? C'est bien, t'aurais pu en prendre une plus grande, comme ça on gagne du temps. La prochaine fois tu sauras, je t'en bois plein. Ah non, la discrétion n'est pas de mise. Bon, donc voilà. Alors les Gafouni, arrêtez de m'interrompre. Les Gafouni donc, sont donc au centre de leur grand empire et ils profitent de leur civilisation florissante. Le seul problème quand on a une civilisation florissante, c'est que ça attire les envahisseurs et les malfaisants. Qui sont les ennemis des Gafouni? Vous ne pouvez pas le savoir. Ce sont les pygmées Bouna-Bouna, des petits pygmées comme ça, qui n'ont pas la civilisation des Gafouni. L'empire Gafouni est entouré par une petite murette comme ça. Les petits pygmées passent, ils voudraient bien passer derrière, mais ils n'arrivent pas à rentrer parce qu'ils ne peuvent pas escalader la murette. Alors qu'est-ce qu'ils font les Bouna-Bouna? Eh bien ils tournent autour eh bien, de l'empire Gafouni sans jamais pouvoir y entrer. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles hein, tout autour de l'empire Gafouni et ça permet aux Gafouni qui eux sont bien tranquilles dans leur capitale au milieu eh bien, de se repérer dans le temps et dans l'espace. Par exemple, quand ça fait aïe, c'est que les petits pygmées sont en train de passer près des crocodiles du fleuve. Quand ça fait plouf, ça veut dire qu'ils sont tombés dans le lac. D'accord. Quand ça fait meu plus miam et après beurre, ça veut dire que les Gafouni, les Bouna-Bouna se sont arrêtés et sont en train de faire cuire une antilope au barbecue dans la savane. C'est un système génial, de temps cyclique, hein, on se repère parce que régulièrement le plouf, le aïe et le meu, miam beurre reviennent et on peut savoir où on est, quand on est, tout en vaquant à ses occupations à la boule dans sa civilisation florissante. C'est génial, non? Mais revenons, ça va? Ça va, ça va. Ça va, il y a des gens qui vont dire oui, ça va, c'est mieux. Parce que quand je vous demande comment ça va, ça me permet à moi de respirer un peu. D'ailleurs, je peux voir que l'autre, je suis en train de ça prendra le temps que ça prendra. Parce que ça, c'est un peu. En fait, c'est du. Je l'explique parce que normalement, c'est du tissu d'ameublement. Mais ça, on fait un peu avec ça, on fait des rideaux, des canapés, des coussins. Et en fait, normalement, c'est pas vraiment fait pour s'habiller, donc j'ai un petit peu chaud. J'enlèverais bien, mais je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Mais le problème, c'est que, vous voyez, les manches sont un peu courtes. Non, c'est ma taille, mais c'est ce qui se passe. Plus le temps passe et plus ça raccourcit. Et quelquefois, on va peut-être voir mon ventre aussi, ça va me complexer. Et je vous serais vraiment gré de ne pas me le faire remarquer, de ne pas m'humilier si on voit jamais, vous voyez,
Revenons en Europe, c'est la fin du Moyen-Âge, et j'ai bien fait de nous emmener en Afrique, après quand on revient, paf, fini les chevaliers et la lèpre et les trucs tout pourris, paf. On est quand après le Moyen-Âge, comment ça s'appelle? C'est là la Renaissance, parfaitement. La Renaissance, c'est génial. C'est l'envie de retourner à l'idéal de l'Antiquité. On veut imiter. T'arrêtes pas, tu t'ennuies, toi? Non, ça va, Non, c'est vrai. Tu tout le comme ça de ta barbe. Oh, on voudrait, tu vois, de te gâcher ta soirée. Pas de soucis. Tu vas aller boire quelque chose et puis revenir avec plein de bière. payes un coup? Souvent, ça passe mieux. Hein? Tu payes ta tournée? Ben, considère que c'est une avance sur ma paye, c'est tout. Pas de soucis. On voit ça avec les... Tu n'es pas fortuné? Pas de soucis, ça. Tu n'as pas envie d'en parler de ta vie, c'est vrai. On n'est pas du tout là pour parler de ton existence. Enfin, c'est pas du tout un dialogue, hein. C'est une conférence. Et je m'égare, je m'égare. Donc, retour à l'idéal antique. On veut imiter les héros de... T'arrives pas à être discrète, t'arrives pas, c'est pas beau. Par exemple, on se laisse pousser la barbe, tels les héros de l'Antiquité, comme Hercule, etc. Hein, on pense tous à Henri IV de France, à Henri VIII d'Angleterre, ces gens avec une grosse barbe, qui sont en réalité les hipsters de l'époque. Hein, on veut oublier le Moyen-Âge, on se dit, on sort d'une période qui est un peu nulle, etc. Nous, c'était mieux avant, en fait, voilà, l'Antiquité, les héros, Hercule, etc. On crée donc un cycle de la mode, et qui nie le Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on arrive à éliminer toute cette période de temps perdu, d'accord? On la renie. Et la Renaissance, qu'est-ce que c'est aussi? Ce sont des événements merveilleux. Si je vous dis 1492, vous me dites? Oui, et qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a découvert l'Amérique. C'est génial, la découverte de l'Amérique. Les Européens arrivent en Amérique et qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on découvre l'Amérique, mais l'Amérique est déjà peuplée. Il y a déjà des précolombiens qui vivent là-bas. Alors selon les théories, c'est déjà depuis 10 000 ans, 15 000, 30 000 ans peut-être. Et les précolombiens dont le continent n'était pas encore découvert, ne savaient pas qu'ils habitaient quelque part. Et enfin, les premiers Indiens d'Amérique découvrent qu'ils vivent sur un continent depuis 10 000, 20 000, peut-être 30 000 ans. Merci Christophe Quélon, merci l'Europe. Alors c'est terriblement bouleversant hein, pour les précolombiens qui vont très très mal encaisser le choc d'habiter quelque part et leurs civilisations vont s'effondrer les unes après les autres. Et on les comprend, hein, c'est vrai, après tant de temps. Les grandes découvertes... Ah bon, déjà Moi je suis étonné. Oui, c'est vrai que je fais des commentaires sur des choses que vous ne pouvez pas voir, mais en fait, si vous voulez, vous ne savez pas pourquoi, mais je suis relativement satisfait. Ouais. Les grandes découvertes, les prémices de la science, nous sommes au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, vous avez certainement entendu parler, ou même sinon vous dites oui hein, quand même, de la querelle des anciens et des modernes. Hein? Oui. Alors, je réexplique quand même. Les anciens, qu'on pourrait aussi appeler les classiques, eux, ils veulent faire comme à la Renaissance, c'est-à-dire imiter l'Antiquité. Parce qu'ils trouvent que ça, c'est la classe, il faut écrire, il faut tout faire comme les auteurs de l'Antiquité. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remonter le temps pour retrouver l'Antiquité. Mais on ne peut pas vraiment remonter le temps. On ne peut pas vraiment arriver à l'Antiquité. Donc ils vont être obligés d'inventer cette Antiquité. D'accord? Donc, même s'ils pensent qu'ils vont en arrière, eh ben, ils arrivent quand même à inventer et à créer leur propre temps perdu. En croyant qu'ils vont en arrière, mais en fait ils vont en avant, mais c'est comme s'ils allaient quand même dans l'autre sens. D'accord? C'est les anciens. Les modernes, eux, eh bien, ils glorifient leur temps. Ils pensent qu'ils vivent une époque formidable, qu'on n'a jamais été aussi géniaux que eux en ce moment, et que vraiment, le bon temps, c'est maintenant. Et ça, c'est très intéressant aussi avec les modernes, parce que ça veut dire quoi? En pensant dur comme fer que leur époque, c'est la meilleure, ils sont déjà en train de se préparer à être, eh bien, les anciens, les vieux schnocks du futur. Ceux qui diront qu'il n'y a plus de jeunesse, etc. Donc on voit là comme ça, hein, entre là, hop, et un schisme. Oh, ça. Vous connaissez d'autres des mots comme ça avec plein de Y et de... Ça peut être quoi d'autre? Un xylophone, oui. Une scission, un xylophone, un véritable schisme entre les anciens et les modernes. Parce qu'en fait, j'ai pas écrit la super phrase de conclusion qui fait vraiment dire « Ah oui, c'est pour ça qu'il a dit ça, mais c'est pas grave. » Bon. On continue parce que tout s'accélère. Hein. Vous allez voir qu'à partir de là, du moment où on va théoriser le temps perdu, eh ben, on va pouvoir perdre du temps de plus en plus vite. C'est génial. Le XVIIIe siècle,
siècle des Lumières, siècle de la philosophie. C'est aussi là où on commence à réfléchir aux gros systèmes financiers et qui vont ensuite déterminer la politique pour les siècles à venir. Ne te baisse pas, ça sert à rien, parce que c'est encore pire. Parce que tout le monde est assis, ça sert à rien d'avancer comme ça. Les gêne encore plus, alors que si tu restes droit, hop, tu passes juste 2 secondes devant... Enfin, je sais pas, mais je suis spécialiste à tes souhaits. Je suis spécialiste, moi, vous demandez-moi pour ce genre de choses. Je suis là pour ça. Au XVIIIe siècle, il y a un philosophe et économiste anglais qui s'appelle John Fleet et qui théorise le temps perdu. Il élabore une théorie de récupération du temps perdu par les autres. C'est-à-dire qu'une partie de la population perd du temps, et bien ce temps perdu, plutôt que de le laisser se perdre, une autre partie va le récupérer, ce temps perdu, de façon à le faire fructifier, à le rentabiliser, à l'utiliser. D'accord ? Et ça c'est très important, parce que John Fleet, comme ça, est le fondateur de la pensée contemporaine et va influencer tous les siècles qui vont suivre. À tel point que le 19e siècle, avec les révolutions industrielles, eh ben, on va pouvoir appliquer concrètement, grâce au progrès technique, les principes de John Fleet. Comment ça se passe ? Eh ben, on invite très aimablement eh bien, les masses à perdre du temps. Hein, allez-y, allez perdre du temps, allez faire des trucs et tout, 18 heures par jour. Oh, ça va. Allez, 20 heures, ça t'apprendra. Mais même 24 heures, pas grave, on t'attachera avec des fils et puis bref, tu continues à travailler et à faire des trucs. Et on atteint un développement extraordinaire du temps perdu. Jamais l'humanité n'a été aussi loin dans le génie du temps perdu. On va arriver au point que certains ouvriers vont pouvoir perdre des vies entières. C'est génial. Ça allait, bah oui, tu mettais le coup des yeux, là, je ne mettais pas. Et bien sûr, nous allons entrer dans le XXe siècle. Le XXe siècle, dont le but est d'aller toujours plus loin, toujours plus fort dans le temps perdu. Et on peut dire qu'on y allait au XXe siècle parce que on fait des bonnes grosses guerres, des bons gros génocides, des tas de trucs qui font vachement perdre de temps. On a été assez géniaux là-dessus. Mais on s'est aussi posé des questions. Le XXe siècle, c'est aussi le siècle de la science. On réfléchit, on creuse, on va fouiner. Se pose la question du temps perdu individuel face au temps perdu global. Je te regarde toi parce que comme tu avais du mal avec l'espace et la psychomotricité, ça va aller ? Par exemple, le temps perdu, il y a une relativité du temps perdu. Une tortue, par exemple, une fois qu'elle a traversé un petit chemin, elle a l'impression d'avoir eu une journée bien remplie. Ça lui a pris cette scolarité, dis donc, j'ai bien... Mais un kangourou, lui, à qui il ne faut que 2 secondes pour traverser le chemin, non, ça va pas, il s'ennuie, il faut qu'il en fasse plus, il faut qu'il aille plus vite, toujours plus vite, etc. Et quand il rencontre la tortue, qui elle est épuisée, après sa traversée du chemin, c'est super facile, il peut se faire obéir comme il veut par la tortue qui a perdu son temps. Donc là, où va le temps perdu de la tortue ? Dans la poche du kangourou. Vous aimez les animaux exotiques ? Je sais pas pourquoi je demande, on s'en fiche. Deuxième théorie, deuxième principe sur lequel on va réfléchir au XXe siècle, c'est on va réfléchir à la nature du temps perdu. Qu'est-ce que le temps perdu dans l'univers ? D'accord ? On découvre un rayonnement. Parce que vous voyez, depuis le début, de ce que j'ai expliqué au début, avec la nucléosynthèse primordiale, etc., il y a des particules qui sont émises, et tout ça, c'est du rayonnement. Il existe dans l'univers, et ce depuis les débuts de cet univers, le rayonnement indécis. Le rayonnement indécis, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des particules qu'on appelle les habons. Les habons. Ce sont des particules qui avancent, puis qui s'arrêtent, puis qui bifurquent, qui retournent, qui montent, qui descendent, qui s'arrêtent pendant là, puis repartent dans un autre sens. Les habons gênent considérablement le reste de la matière. C'est-à-dire que ça empêche la lumière de passer, ça empêche le son, ça empêche les autres éléments, ça empêche les choses de bien fonctionner. Le habon est la particule du temps perdu. Autre question, ça va ? Des questions ? Non, je ne sais pas s'il y a des passionnés d'astrophysique, on peut y passer un petit moment. Non ? Autre question, mais où va le temps perdu dans l'univers ? Parce que si on imagine, il y a la belle courbure du temps, etc. Puis c'est du temps perdu, ça veut dire qu'il y a des petits bouts qui manquent, des petits bouts qui tombent, paf, un temps perdu, là, paf, il y a des trous. Bon, ok, mais où est-ce qu'il va le temps perdu ? Rien ne se perd, rien ne se crée. Eh bien, il existe dans l'univers ce qu'on appelle les trous gris.
Hein, on connaît les trous noirs, les trous blancs, etc. Il y a les trous gris. Qu'est-ce qu'il y a par la fenêtre de plus intéressant que moi? Ton propre reflet, Marie. Les trous gris, qui sont des trous, des déformations à l'espace-temps en forme de sablier et qui aspirent le temps perdu et qui le font retomber ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'il existe, et il est en train de se former au moment où je vous parle, un univers parallèle entièrement fondé sur notre temps perdu. Oui, bah vous avez raison, je sais dire une bonne nouvelle. On peut le prendre de manière parfaitement alors, quelle heure on est là. Non mais c'est vrai. Ça va? Ouais? Non? T'as pas compris? Parce que Einstein est un bon. Oui, il est bon. Ah, toujours bon, Einstein. Alors? Ne cherche pas. Et qui cherche la probation. On perd du temps, là. Mais bien sûr qu'on perd du temps. Et ouais, sauf que c'est ma conférence. Et je prends le temps que je veux. Et si je veux perdre du temps, je perds du temps. Tout le monde a bon dans cette affaire. Puisqu'on perd du temps, on va sortir du déroulement de l'histoire et on va s'arrêter un petit peu. Alors, comme je vous avais parlé au début, on va s'intéresser à la conception que l'homme a du temps perdu, par exemple dans la religion. Intéressant. Oui, c'est intéressant. Hein, parce qu'avant de savoir toute la science et tout ça, il y a aussi ce qu'on s'imagine du temps perdu. Dans la Grèce antique, il y avait une divinité, le dieu Chrononos. Qui est Chrononos? C'est une divinité primordiale qui est le frère de Chronos. Hein, l'autre dieu. Et Chrononos a la lourde tâche avec son frère Chronos de recréer le monde. Mais Chrononos, qu'est-ce qu'il fait? Lui, au lieu de créer le monde, il se promène dans l'espace, il joue au billes avec des planètes, il souffle sur des étoiles pour les éteindre, il s'amuse, il perd son temps à déplier des galaxies, etc. Et il ne fait tellement rien que finalement, il finit par perdre le temps. Il n'y a plus de temps, donc on ne peut plus créer le monde. Alors Chronos est bien embêté, hein, il va licencier son frère Chrononos et il va être obligé de réinventer le temps. Un temps fait exprès pour les hommes, hein, un temps exprès adapté à l'humanité. Ce temps, il est personnifié par... c'est ce qui explique... Hein, oui, je fais des phrases qui ne vont pas très... Hein? Je le sais que ça ne veut rien dire, puisque je viens de dire que ça ne voulait rien dire. Ben voilà, c'est suspendu après une virgule. Il y a toujours un... C'est ce qui a été... Arrête, ça y est, j'ai retrouvé. C'est... Non, mais... faut pas louper ces moments d'étincelle. Oui, c'est ce qui explique ce temps très rapide adapté aux hommes, qui explique le stress de l'homme. Et ce temps stressant, il est personnifié par une divinité, le dieu Stressos. Stressos, qui est le fils de Chrononos, et par conséquent, un des neveux de Chronos, avec l'Iris, Fifis et Lux. Ces neveux n'ont pas d'autres attributs hein, en tant que dieu que celui d'embêter leur oncle et puis les hommes en les stressant sans arrêt. Allez, plus vite, ne perds pas ton temps, non, faut pas perdre ton temps, mais faut aller plus vite, faut machin, faut... Oh, détends-toi, faut savoir respirer. Voilà. Religion barbare, abandonnée depuis longtemps. Intéressons-nous à une autre figure religieuse, celle-ci attachée à la religion catholique. Je veux parler bien sûr de Saint Mou. Saint Mou. Mou est un des premiers martyrs chrétiens. Le seul, d'ailleurs, à s'être martyrisé tout seul. Saint Mou a vécu en Turquie, au 1er siècle de notre ère. Rêveur, neurasthénique, Mou a fini par s'endormir sur une brochette à kebab, hein, qui va transpercer le bras. Et son cri était tellement faible, tellement dégonflé, tellement mou, que Saint Mou a mis plus de 18 jours à agoniser. Et par conséquent, il est devenu martyr. Ah, parce que vous savez qu'il y a plusieurs façons de devenir martyr et saint, enfin de devenir saint. Hein. Il y a la première, c'est qu'il faut faire le bien autour de soi. Il y en a une autre, il faut être fils de saint. Hein, on est saint de père en fils. Et puis une qui marche super bien, et c'est celle de tous les premiers hein, chrétiens, c'est le martyr. Plus t'as mal, plus tu te fais arracher de bras et tout ça, plus t'as de chances de monter au ciel. Et alors Saint Mou est peu connu, mais il existe quand même une église Saint Mou à Carmonville, en Marne-et-Loire. Un bâtiment qui a été commencé au XIIe siècle, et puis évidemment il n'a jamais été terminé. Ce qui est amusant, c'est que la tradition n'accorde absolument aucun attribut à Saint Mou.
C'est juste que quand on ne sait pas quoi faire, eh ben, on va prier Saint-Mou pour passer le temps. Vous aimez bien les hindous, les trucs comme ça? Ouais. Bon, C'est exotique. bah, voilà, on dit un petit peu d'exotique, un peu d'épices dans tout ça. Eh bien, il y a une déesse du panthéon hindou primitif qui s'appelle Shrabata Bibi, à qui personne ne demandait jamais rien, évidemment, à cause de son nom ridicule. Un jour, pourtant, le grand Vishnu a demandé à Shrabata Bibi de venir annoncer sur Terre la fin du monde. D'accord? Bon, Shrabata Bibi, comme elle n'a pas l'habitude qu'on lui adresse la parole, elle a été très intimidée. Elle est devenue toute rouge et elle n'a pas osé. Elle a décidé de remettre au lendemain l'annonce de la fin du monde. Et le lendemain, elle n'est pas allée non plus. Elle a décidé de remettre au lendemain. Et Shrabata Bibi n'a eu de cesse de reporter au lendemain, sans arrêt, l'annonce de la fin du monde. Vénérée comme déesse de la procrastination, Shrabata Bibi est à l'origine des croyances en la réincarnation. Non, j'ai besoin de me reconcentrer un peu. Vous aimez bien les Chinois? Vous n'avez rien vraiment? Non, je me demande parce que des fois... On en parle un peu? Parce que là, on était sur la religion. Mais il y a aussi l'élaboration de concepts philosophiques du temps perdu. Il existe une véritable philosophie du temps perdu. Et en moins 500 à peu près avant Jésus, il y avait un philosophe chinois qui s'appelait Wang Wang, et qui lui prônait l'inactivité et l'observation de la nature. Il incitait à ne rien faire et à se poser et à regarder. Philosophie du temps perdu. Et Wang Wang, en regardant un jour une tortue dormir, il s'est recouvert de champignons. Il a été ramassé par un promeneur, il a fini en omelette aux chanterelles dans une coquette maison de Népal, en fin de la Chine. Voilà, finalement, c'est une vie assez courte, mais bon, c'est une société qui avait des gens comme qui réfléchissent un petit peu. J'ai bien entendu? Après Einstein à bon, sans souci. J'ai pas dit que c'était les mêmes. Attention. En même temps, on s'approche de la fin de la conférence, on a le droit que les vannes s'ouvrent et hop, que se déverse tout ce que vous avez dit. Alors, religion, philosophie, il ne faut pas oublier qu'on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec John Fitz, il existe aussi un courant politique du temps perdu, qui prône le temps perdu. Jack Lord. Va boire. Non mais occupe-toi la bouche, prends 2 litres. Je sais pas si même si c'est un truc de En même temps, déjà pour boire avec vous, demande un ça saut. tombe Mais c'est exactement. Et c'est un bar, hein. C'est pas non plus une université ou une salle de conférence. Ça s'appelle une copette, comme on disait à l'époque. Bon, alors, un courant politique qui prône l'utilisation optimale du temps perdu, c'est ce qu'on appelle le courant rectiste, qu'on appelle également le courant de la course en avant. Le rectisme se propose de corriger les problèmes de la société en appliquant à l'infini la même recette tout le temps, mais de plus en plus vite, par crainte du temps cyclique, qui permettrait aux gens d'être à la cool et de réfléchir un petit peu. Voyez ? Le rectisme prône la rentabilisation de l'univers et notamment la course en avant pour rejoindre le futur avant qu'il ne soit trop tard. Selon le rectisme, oui, alors l'homme du commun, lui, pense perdre son temps et sa vie, sous le rectisme, tandis que le rectiste, lui, gagne de plus en plus. Alors tout ça, ça a été théorisé par un confrère, Sébastien Morèche, dans un ouvrage qui s'appelle Temps perdu et démocratie. Si vous voulez le lire, c'est aux éditions Frouniou, publié en 2016. Là, vous avez et inspiré du mouvement rectisme, il y a une forme très particulière de démocratie que l'on appelle le régime allocratique. Qu'est-ce que c'est que le régime allocratique? C'est un exercice très périlleux en démocratie qui consiste à mettre en place des politiques radicalement différentes des promesses électorales. C'est-à-dire qu'ils vont même le plus loin possible de l'intérêt commun. Et si possible, au plus proche de la politique qui était menée par le dirigeant sortant. C'est-à-dire que la personne celui qu'on avait critiqué, l'opposant politique, il faut s'appliquer à faire au plus proche de sa politique. Ça c'est... Comment? On l'avait tous reconnu. Si vous voulez. Après, chacun est libre de ses opinions. Monsieur, peut-il nous expliquer en quoi c'est un avantage de voter pour... Je pas dit que c'était un avantage. J'ai donné un exemple. Oui, on n'a pas le temps de perdre son temps. Ce genre de choses. Je sais pas où j'en suis, là. Voilà.
Merci, bonsoir. Je m'échine, je m'épuise à vous expliquer des choses. Est-ce que j'aurai un gramme de sollicitude? Non, on voit bien que monsieur Fuchtelkite louche sur ses lignes, alors on en profite pour lui poser une question embarrassante. Et ben voilà, je suis perdu. Mais je vais me rattraper. Vous croyez que vous allez assister à mon naufrage? Mais non, monsieur, certainement pas. Je vais me rattraper au bord de mon pupitre. Il me faut quoi? Il me faut une parenthèse, une virgule, un caractère écrit en gras, quelque chose. Hein? Oui, voilà, bon. Mais si, parce que ça a un rapport avec le thème, sinon je n'en parlerai pas. L'allocratie ne fonctionne que sous une certaine condition. L'allocratie implique la rapidité du dirigeant, tandis que les peuples, eux, doivent perdre le maximum de temps possible pour que ça marche. Hein? Sinon, ça ne marche pas. Bon, après, j'ai tout un exemple sur un... c'est pas drôle, j'ai dit. Vous avez quoi encore comme temps disponible là? Si je fais encore 10 minutes, ça va? Bon. Il y a un État du monde d'Amérique centrale, le Magwada, dans lequel a été appliquée l'allocratie. Alors le Magwada va très très vite, hein. Le Magwada est très très en avance. Pour éviter le temps perdu, le Magwada n'a plus d'institution, hein, alors qu'il n'y a plus de président, des trucs comme ça. Il est directement géré par des sociétés privées, par des groupements privés. Comme ça va plus vite, il n'y a pas de lobbyisme, il n'y a pas de machin, tac, on veut quelque chose, on l'applique, etc. Et alors un exemple des conséquences du système allocratique, c'est un exemple que j'ai lu donc, dans l'ouvrage de Sébastien Morèche, qui s'intéresse à un kidam du Magwada qui s'appelle Pedro, comme beaucoup de Magwadais et d'habitants de l'Amérique centrale sans préjuger. Pour trouver un travail, Pedro doit se rendre sur un site internet. Sur ce site internet, il est amené à appeler un numéro de téléphone surtaxé, 2 € la minute, sachant que le salaire moyen au Magwada est de 450 € par mois. Une voix aimable l'informe au téléphone, c'est une voix enregistrée évidemment, l'informe de l'existence d'un site internet et l'incite à se rendre sur le site internet. Alors, oui, j'ai déjà dit à donc je ne vais pas y retourner non plus. Et au bout de 20 minutes d'attente au téléphone, Pedro en a marre, il raccroche et il retourne sur le site internet. Le problème, c'est qu'il ne peut avoir accès aux informations importantes qu'en appelant le numéro de téléphone surtaxé, lequel il vient de raccrocher. Notons au passage que le susdit n'a pas d'abonnement internet. Il doit donc se rendre à cybercafé. Finalement, Pedro finit par trouver un travail à 260 km de son domicile. Un contrat d'1 heure par jour, non mais c'est passionnant, c'est très intéressant, un contrat d'1 heure par jour, pendant lequel Pedro doit vider une partie de l'Atlantique avec un gobelet. Tout simplement pour éviter la montée des eaux qui est due à la fonte des glaces, qui elle-même est due au réchauffement climatique, qui elle-même est due à l'activité industrielle de son pays. Ce qui est très important, c'est que l'entreprise qui emploie Pedro bénéficie d'une aide gouvernementale de 35 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la dette du Magwada. Un jour, Pedro se fait voler son gobelet par une mouette. Oh, pauvre Pedro. En même temps, il a qu'à faire attention à ses affaires. Bon. Alors évidemment, il est renvoyé sans indemnité. Hein, en même temps des indemnités sur un salaire d'1 heure par jour. Mais Pedro est un battant et il retrouve un autre travail non rémunéré, celui-là, dans une fabrique de fumée. Alors là, non mais j'ai bien fait de vous lire cette histoire parce que c'est un merveilleux exemple de progrès de ce qu'on peut faire en utilisant correctement le temps perdu. La question se pose pour cette fin de conférence. Il y a des questions là au fait? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? Pourquoi? Ça dépend, si tu considères les choses de manière frontale comme tu viens de le faire, ça va être difficile de te répondre et de satisfaire à tes attentes parce que tu m'as l'air quelqu'un d'extrêmement pressé. En revanche, si tu veux qu'on prenne le temps de répondre à ce pourquoi, eh bien on peut se retrouver tout à l'heure ou plus tard, ou demain par exemple, ou un autre jour, ou une fois l'année prochaine. L'année prochaine, même jour, même heure, tout je te réponds. Hein. Donc ne fais pas ton insolent. Je prends la peine de perdre du temps. Et tu sais quoi? Ce qu'on est en train de faire là, c'est pas juste moi qui perds du temps, c'est tout le monde, on perd tous du temps. Hein. Là, ce qu'on est en train de faire, grâce à toi ou à cause de toi, je ne sais pas, on est en train de tous se serrer les coudes pour se faire chier pendant 5 minutes à écouter du verbiage qui ne veut absolument rien dire, des phrases qui ne vont nulle part, avec des adverbes à la con, des subordonnés, des virgules, un peu savoir que va, et tout le monde s'emmerde, et là on a une expérience. C'est très intéressant, merci pour ce que tu vas faire, parce qu'on est en train de vivre de l'intérieur le temps. C'est donc un truc qu'on peut vivre également avec sa chaîne. Mais se pose la question, pour finir cette conférence, quel avenir pour le temps perdu?
Alors, on regarde vers le futur et on s'aperçoit que pour que le temps perdu ait un avenir, enfin, si nous on veut avoir un avenir, il va falloir gagner du temps. D'accord? Alors on va dire c'est facile puisqu'on vit dans un état d'urgence permanent. Donc tout va vite, hein, c'est l'urgence. Vite, machin, état d'urgence, mais pourquoi? Je sais pas, faut aller vite, etc. Bon, mais c'est pas si facile. Il faut des mesures concrètes. Et parmi ces mesures concrètes, j'en ai relevé une qui n'est pas encore appliquée. Une compagnie aérienne qui s'appelle Flash Airlines et qui propose dans quelques années un trajet Paris-New York en 32 minutes seulement. Soit une vitesse de 11 000 km/h, à peu près. Alors c'est génial parce qu'évidemment il n'y a pas d'avions qui vont à cette vitesse-là. Ce serait un avion catapulté, hein, serait lancé par l'élastique. Donc c'est chouette parce qu'il n'y a pas de perte de temps pour le coup pour faire le plein. Il n'y a pas de pollution non plus. Mais simplement un gros élastique. Alors du côté européen, français, c'est les emplois jeunes, hein, qui tirent l'élastique, c'est les jeunes en service civique, je veux dire. Et pour renvoyer l'avion de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, ce sont des prisonniers de droit commun qui sont bien contents de trouver une occupation. C'est génial, hein, 32 minutes pour faire Paris-New York, c'est chouette. Le problème, c'est la sécurité due à cet état d'urgence permanent. Et au départ, il faut prendre 5 heures de temps pour les fouilles, hein, avant le départ, pour des raisons de sécurité. Et à l'arrivée, évidemment, il y a 12 heures de garde à vue préventive. Mais ça, ce sont des problèmes qui devront pouvoir se corriger. Enfin, et ça c'est un exemple très intéressant parce que c'est plus global et ça concerne tout le monde, les instances internationales sont en train de mettre en place une organisation mondiale pour la gestion du temps. Une des premières applications, ce sera de publier régulièrement un bulletin de temps, hein, de proposer une sorte de météo temporelle qui évalue combien de temps il reste à l'humanité, d'accord? Et qui, en fonction de ça, va faire des recommandations aux différents États. C'est un chef d'orchestre hein, qui va diriger tout ça, qui s'appelle Jürgen Blüteflüt. Voilà. Et qui va pouvoir dire, passer vite, ici, plus vite, faut que ça y est, on se calme, ici, il est trop en avance, etc. Et alors c'est génial parce que ce chef d'orchestre, Jürgen Blüteflüt, dirige une grande société, hein, et d'ailleurs il a déposé le brevet d'invention de la musique. Tout ça c'est génial parce que ça veut dire quoi? Que tout ce qui est rythme, tout ce qui est tempo, tout ce qui est musique, à chaque fois que vous sifflotez, vous devez de l'argent à Jürgen Blüteflüt. Hein, il possède une grande partie du temps. Il est chef, président-directeur général de la société Dorémis, anciennement Société transatlantique des sons et rythmes. Dorémis, répondons un peu sur cette grande entreprise en devenir, est une entreprise donc transnationale qui possède un seul dirigeant, on l'a vu, 80 actionnaires, et dont le service de sécurité ne lui coûte rien puisqu'il est assuré par la police et les forces de l'ordre des différents États de la planète. C'est génial. Là, Dorémis est en passe d'acheter le silence, hein, ils sont en train de lancer l'opération pour posséder également le silence, et est en passe donc de détenir le monopole mondial de la gestion du temps perdu. On sait donc que on fonce très vite, on ne sait pas exactement où on va, mais en tout cas, on perdra du temps en de bonnes mains. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Est-ce qu'il y a des questions ou des éléments à ajouter? Oui. Vu que le temps est relatif, oui. La solution ne serait-elle pas qu'on s'éloigne le plus possible du soleil pour pouvoir perdre ce temps qui serait rajouté au temps qu'on a? Alors, la proposition est de fuir le temps en rajoutant de l'espace entre le temps et nous. D'accord. Ça veut dire déséquilibrer l'espace-temps en donnant plus d'importance à l'espace qu'au temps et faire un petit temps tout ridicule à qui on pourrait dire oui, il est tout petit, laisse-nous tranquille, etc. Et inversement. Et inversement, on peut, si l'espace, mais non, c'est pas faux, parce que si l'espace prend trop d'importance, si on est là tous les uns les autres, oh, etc., on se dit oui, mais on n'a pas le temps d'aller se voir, peut-être trop loin, on peut rééquilibrer le temps. Alors, je pense, en tout cas, je l'espère, que ce genre de mesure d'ajustement est prévu par les sociétés transnationales qui vont prendre en main notre avenir. Hein, on peut quand même faire confiance à ces gens-là qui détiennent de toute façon tous les brevets nécessaires à Dorémis a prévu un recul du soleil. Pardon? Dorémis a prévu un recul du soleil. Ah bah j'imagine. Bon, je pense que ça ne doit pas être bien compliqué. Alors, est-ce que le soleil acceptera de reculer? Ça, on ne sait pas. Peut-être que c'est à nous de montrer l'exemple en nous éloignant. Si le soleil avance et que la Terre recule, comment? Comment?
Non, Si le soleil... Tu connais la fin. Non, non. Si le soleil avance et que la Terre recule, Oui. comment veux-tu que Jupiter avance? Comment veux-tu que Jupiter... Ah, Jupiter avance. Jupiter. Ah, ben, il suivra le mouvement. Hein. Dans ce type de figure, il vaut mieux tous aller dans le même sens. Et on l'aura dans le dos chaque fois qu'on s'entoure. Voilà, merci, occupe-toi la bouche. Je ferme ma gueule, promis. Oh, vous n'êtes tout de même pas aussi virulent et aussi vulgaire. D'autres questions? Non? Bon, écoutez, je suis à votre disposition si vous voulez me poser des questions dans le privé. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Sachez que vous... Ah, bon. Le temps... Un élastosaure, admettons Ouais. qu'il est en le cul en Australie. On ne sait pas ce qu'elle a fait depuis les... Alors, s'il trébuche Oui. et que le poids ne permet pas que ses pieds restent en Australie, est-ce que c'est pas dangereux que son cul rejoigne l'Amérique? Sa tête en Amérique. Alors, est-ce que c'est pas dangereux? Alors, déjà, pourquoi Est-ce est-ce que c'est possible que l'Amérique... déjà? Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'Amérique courait plus de danger à cause des fesses de l'élastosaure et que l'Australie, eh bien, la communauté internationale s'en désintéresserait, hein, par exemple? Là, vous êtes en train de me dire, bon, c'est oui, alors pour l'instant, les fesses de l'élastosaure sont en Indonésie, par exemple, c'est pas très grave, mais s'ils se retournent et que ça va en Amérique, écoutez, il faut arrêter d'avoir ces visions partisanes du monde et considérer que, quel que soit l'endroit où les fesses de l'élastosaure se trouvent, eh ben, c'est gênant pour les gens qui... Donc, si jamais l'élastosaure trébuche, eh bien, ce sera tout simplement une répartition différente de ses fesses sur le monde et un changement d'équilibre voilà, certains ne seront pas contents, mais d'autres seront, je pense, satisfaits. De toute façon, on parle du passé, hein. Je vous signale qu'on a quand même parcouru 65 millions d'années depuis l'élastosaure. J'étais même dans le futur, là, vous imaginez. Une dernière question? Non? Eh bien, sachez que si vous voulez poursuivre le chemin de la connaissance, vous pouvez bien sûr me trouver sur Internet et vous pourrez revoir une nouvelle fois ma tête en chair et en os. Vous allez dire encore à Bar-le-Duc? Eh ben oui, décidément, je viens de Si vous avez du temps à partir. perdre. Au festival, voilà, si vous avez du temps à perdre, au festival Renaissance, donc les 1er et 2 juillet, je serai animateur d'un débat qu'on appelle l'autre monde et je vous dévoilerai en temps voulu eh bien, mes deux invités avec qui nous pourrons débattre et faire avancer la science. Merci encore une fois pour votre écoute, merci au bar Le Temps Perdu. Je rappelle que ça leur coûte très très cher parce qu'ils font les malins là, comme ça, ouais, j'ai un bar et tout ça, mais en réalité, hein, ça leur coûte un argent considérable. Moi j'aimerais bien avoir assez pour retourner à Nancy, il faut donc subvenir à leurs besoins. Il y a ici une boîte hein, dans laquelle vous pouvez jeter tout l'argent, tout ce que vous avez sur vous, tout ce que vous n'avez pas dépensé en bière, vous le mettez là, et au passage, qu'est-ce que vous gagnez? Eh bien, vous pouvez vous saisir d'un joli petit autocollant à mon effigie, avec ma tête dessus. Vous pouvez mettre sur votre frigo, sur votre agenda, voilà. Laurent, il y en a déjà un chez lui. Voilà, c'est beau, hein? Donc voilà, n'hésitez pas, parce que voilà, je pense que ce que fait le temps perdu pour la science, eh ben, mérite le soutien de tout le monde. Merci encore, c'était Lionel Christophe. Bravo.